Cameroun où sur le programme je devais traiter de l'AFA préexcité. Et quand j'étais à l'ouest, quand j'étais dans mon village, j'ai reçu un autre programme. Il y a Christian Wankou qui m'a envoyé un autre programme sur lequel c'était Jean Bekouti qui devait présenter. Mais quoi qu'il en soit, je m'étais coordonné avec Jean Bekouti. Je pensais qu'il était physiquement présent au Cameroun. S'il avait été physiquement présent, je lui ai dit, voilà, donc j'ai donné, maintenant place aux jeunes. Mais s'il y a toujours des problèmes de connexion, je pense que je dois pouvoir trouver de quoi faire pour le deuxième topo. Donc, pour ce qui concerne le topo de l'AFA préexcité, ce que vous devez savoir, c'est que dans une carrière de cardiologue, je parle surtout pour les plus jeunes, vous allez être confronté au moins une fois à cette situation dans l'exercice de votre carrière. Et tout ce dont je vais vous dire, donc c'est essentiellement les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie sur la prise en charge des arythmies supraventriculaires. C'est un très très beau document, peut-être qu'il ne faut pas le lire en une fois, mais je vous invite à le lire parce que lorsque vous aurez lu ce document, vous pourrez prendre sans difficulté quasiment en charge toutes les situations d'arythmie supraventriculaire. Et parmi ces situations d'arythmie supraventriculaire, il y a celle-ci. Donc c'est un cas de mon hôpital. J'étais de garde il y a quelques années, il y a je crois 4 ou 5 ans, avec un jeune assistant qui reçoit un patient avec cet électrocardiogramme. L'électrocardiogramme du patient, en fait, il était venu. Donc pour ce qu'on vous a présenté précédemment, c'est un patient qui faisait des syncopes récidivantes. Et il est arrivé sur ses pieds, c'est un patient jeune qui avait une trentaine d'années. Il est arrivé sur ses pieds et à l'admission, il ne faisait pas de syncope, mais ça, c'était son électrocardiogramme à l'admission. Donc, vous voyez, c'est une tachycardie irrégulière à QRS large. L'interne qui était de garde avec moi, il a cru très bien faire, tout simplement parce qu'il a suivi à la lettre donc, les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui disent que lorsque vous recevez un patient avec une tachycardie à QRS large, si la tachycardie est hémodynamiquement mal tolérée, mais bien évidemment, vous devez le plus rapidement possible restaurer le rythme sinusal, que ce soit de manière pharmacologique ou plus souvent par l'administration d'un choc électrique externe, ou alors vous devez essayer de ralentir soit par des manœuvres vagales ou par l'administration d'adénosine le rythme cardiaque pour essayer de comprendre et pour essayer d'aboutir à un diagnostic. C'est bien ce que mon interne a fait et quand il a administré de la striadine, voilà ce qui s'est passé. Donc, très rapidement, le rythme cardiaque s'est encore accéléré, la fréquence de la tachycardie s'est accélérée, est passée à 300 battements par minute. Le patient, il a fait un collapsus et il a dû être choqué pour restaurer le rythme sinusal. Et ça, c'est l'électrocardiogramme après restauration du rythme sinusal. Alors, si je m'arrête 30 secondes avant de continuer, et si je vous demande, est-ce que dès le premier électrocardiogramme, vous auriez pu faire un diagnostic? Qui dit oui? Même s'il n'a pas le... Après, on verra. Qui aurait pu faire un diagnostic dès cet électrocardiogramme? La rythmologie est très simple. Et la plupart des diagnostics en rythmologie sont des diagnostics électrocardiographiques. L'électrocardiogramme, c'est comme une photo. Vous regardez la photo, vous la mémorisez dans votre esprit, et lorsque vous revoyez la situation, un peu plus tard, vous faites le diagnostic. Donc, on va continuer et je vous donnerai la solution plus tard. Donc, ça, c'est l'électrocardiogramme. Ça, c'est l'électrocardiogramme après la restauration du rythme sinusal. Et vous voyez sur l'électrocardiogramme, évidemment, l'œil du professeur Zimmermann, très avisé, ou l'œil du docteur Wankou, très avisé, évidemment, ils vont faire le diagnostic. Parce que je peux vous dire que cet électrocardiogramme n'est pas strictement normal. Mais on y reviendra si vous voulez, si vous avez des questions. Donc ça, le patient, voici son électrocardiogramme après le choc électrique externe. Il est hospitalisé dans le service et le lendemain, voici ce qu'il fait.
le même patient. C'est le même patient, hein. Il y a pas, les électrocardiogrammes ne sont pas montés, c'est le même patient. Cette fois, il fait une tachycardie régulière à QRS fin, je crois à 150 ou 160 battements par minute. Il fait une tachycardie régulière à QRS fin et si vous regardez bien, dans certaines dérivations, notamment en inférieur, on a l'impression que l'activité atriale est détachée du pied du QRS et on a l'impression que c'est une tachycardie réciproque. Je ne vous donne pas encore la solution. Alors, ce patient, il est admis pour cet électrocardiogramme en tachycardie. Il fait des syncopes. Il a de la striadine pour bloquer le nœud auriculo-ventriculaire. Il aggrave sa tachycardie et le lendemain, il fait un autre type de tachycardie. Alors, l'électrocardiogramme après la régularisation de la deuxième tachycardie, c'est celle-ci. Je vais aller vite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, ceux qui ont compris que le tout premier électrocardiogramme était l'électrocardiogramme d'une fibrillation atriale préexcitée, c'est-à-dire le patient était en fibrillation atriale évidemment au niveau des oreillettes, était en fibrillation atriale et l'activité passait quasi exclusivement par la voie accessoire, à ce moment-là qui est une voie accessoire antidromique ou orthodromique. Pardon? Orthodromique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'activité descendait exclusivement par la voie accessoire. Alors, juste pour vous montrer, pourquoi est-ce que l'électrocardiogramme, le premier, après la régularisation du rythme, où on aurait pu avoir une incertitude diagnostique, cet électrocardiogramme, si vous avez bien regardé, le PR était court et il y avait une ébauche d'empattement du QRS, une ébauche d'empattement du QRS. Tout simplement parce que vous avez trois types de préexcitation et ça, vous devez le savoir. Vous avez trois types de préexcitation. Vous avez la première, qui est la plus commune. Donc, vous avez la première, qui est la plus commune. Je vais voir si je peux utiliser le pointeur. Voilà, je vais utiliser plutôt celui-là. Vous avez la première préexcitation, qui est la plus commune, c'est-à-dire vous avez l'activité qui va passer exclusivement par la voie accessoire. Ça va vous donner un empattement important du pied du QRS, un élargissement du QRS, la fameuse onde delta. Et là, vous n'aurez aucun doute diagnostic lorsque, même si vous ne faites pas le diagnostic initial, sur l'électrocardiogramme de régularisation, vous allez faire le diagnostic. Et puis, vous avez un deuxième type de... Donc, le premier, le A, c'est ce qu'on appelle un quinte patent. Il est patent, il est évident, vous le voyez. Le deuxième, vous avez la voie accessoire qui est parfois proche des voies de conduction normales et l'influx qui vient de l'oreillette va dépolariser quasiment de manière synchrone le nœud auriculo-ventriculaire et la voie accessoire. C'est ce qu'on appelle un quinte patent. La préexcitation, vous le voyez en C, est frustre. La préexcitation, elle est frustre parce que la dépolarisation, elle se fait à la fois par le nœud auriculo-ventriculaire et par la préexcitation. Et très souvent, si vous n'avez pas l'œil aiguisé, avisé, vous pourrez passer à côté de ce diagnostic. Et le C, ça s'appelle un quinte masqué. Et le troisième, le deuxième type de tachycardie que notre patient a fait, en fait, c'est une tachycardie orthodromique, c'est-à-dire il a fait une tachycardie où, à cette fois, l'influx descendait par le nœud auriculo-ventriculaire et remontait par la préexcitation en rétrograde. Et en général, quand on regarde également bien, quand on analyse bien les électrocardiogrammes, on peut voir l'activité atriale qui va se détacher du QRS. Pour ce qui concerne le C, si jamais vous avez un doute diagnostique, vous vous dites le PR il est court, j'ai un doute, il y a peut-être une préexcitation, je ne sais pas, il y a un test clinique très simple, vous faites des manœuvres vagales. Vous faites bien les manœuvres vagales parce que en faisant la manœuvre vagale, vous allez bloquer la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et ainsi vous allez démasquer la préexcitation puisque l'influx ne passera plus que par la préexcitation.
Alors, si on... donc, ici, donc c'est ce qu'on a dit, vous voyez. Donc, conduction non décrémentielle, je vais passer assez vite. Ça, tout ça, c'est ce qu'on a dit avant. Donc, si on revient au diagnostic de notre patient, le premier électrocardiogramme, le patient était en fibrillation atriale quand il est rentré en hospitalisation. La conduction se faisait de manière antérograde par la voie accessoire. Et si vous regardez ce type d'électrocardiogramme, c'est uniquement un diagnostic électrocardiographique, c'est la photo. Vous allez voir que de temps en temps, dans les QRS larges, vous avez des QRS fins, tout simplement, notamment sur les diastoles longues, parce que l'influx va passer quasi exclusivement par la voie accessoire en antérograde, et il y a quand même quelques complexes qui vont passer par le nœud auriculo-ventriculaire, et ça vous donne comme ça, ça peut vous donner comme ça des QRS fins à l'intérieur d'une tachycardie à QRS large, d'accord? Mais retenez que ce type de tachycardie, lorsque vous avez à prendre en charge une tachycardie irrégulière avec un aspect accordéon à QRS large, vous devez considérer, surtout s'il s'agit d'un patient jeune, s'il s'agit d'un patient qui n'a pas de cardiopathie, s'il s'agit d'un patient qui n'a pas de traitement antiarythmique, vous devez considérer qu'il peut s'agir de ce qu'on appelle un Wolff malin, d'une fibrillation atriale préexcitée jusqu'à preuve de contraire. Et même si l'électrocardiogramme, après la régularisation du rythme, vous semble normal, comme celui de notre patient, vous devez faire des manœuvres vagales. Si vous avez la possibilité, vous devez injecter de la striadine pour démasquer, pour être sûr qu'il n'y a pas de préexcitation, qu'il n'y a pas de quinte masquée. Alors, le deuxième électrocardiogramme, c'est ce qu'on a dit, il n'y avait pas de préexcitation évidente, car l'activation était beaucoup plus rapide en rythme sinusal par le nœud auriculo-ventriculaire que par la voie accessoire. Le troisième électrocardiogramme, celui du lendemain de l'hospitalisation, on l'a dit, il s'agit d'une tachycardie orthodromique avec un RP', je pourrais laisser la communication si ça vous intéresse, avec un RP' qui était bien visible dans la dérivation, dans la dérivation D3. Et le quatrième électrocardiogramme de notre patient, on voyait bien l'onde delta donc au niveau des dérivations latérales qui, associé à un aspect de retard droit en tachycardie, fait que dès l'électrocardiogramme, vous n'avez même pas besoin de faire d'études électrophysiologiques. Vous allez localiser la voie accessoire au niveau latéral gauche. Alors, pourquoi c'est important de connaître ça? C'est très important de connaître ça parce que vous voyez très bien, dans cette série italienne, une très grosse série, vous voyez plus de 2000 patients avec un syndrome de préexcitation, âge moyen 19 ans. Retenez bien, ce type d'électrocardiogramme, vous ne l'aurez pas chez des patients de 60 ans, de 70 ans. Parce que de toute façon, à cet âge-là, les propriétés électrophysiologiques de la voie accessoire ont évolué et il est exceptionnel d'avoir ça. C'est des patients jeunes qui n'ont pas de cardiopathie connue, qui n'ont pas de traitement, qui vont se présenter avec ce type d'électrocardiogramme. Et à ce moment-là, il y a une lumière qui doit s'allumer dans votre tête et vous devez vous dire, attention, attention, je dois penser que c'est un Wolff malin. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, de Wolff malin, il faut savoir que c'est une cause pas si exceptionnelle que ça, de mort subite du sujet jeune. Donc, c'est ce que vous voyez dans cette série italienne, donc une très grosse série italienne, plus de 2000 patients. Vous voyez, donc c'était des patients qui étaient âgés en moyenne de 19 ans, qui étaient connus pour avoir une voie accessoire. Certains avaient une étude électrophysiologique avec une ablation, et vous voyez que l'incidence de la mort subite était de 1,5%, c'est-à-dire quasiment équivalente à ce qu'on peut avoir donc, chez des patients qui ont des cardiopathies hypertrophiques à risque intermédiaire. Donc, pas à la légère. Et les facteurs de risque de mort subite, évidemment, vous le savez, donc c'était la période réfractaire de la voie accessoire, et la période réfractaire de la voie accessoire, vous n'avez pas besoin d'une étude électrophysiologique pour déterminer la période réfractaire de la voie accessoire. Vous mesurez tout simplement l'intervalle RR sur votre électrocardiogramme. Vous mesurez l'intervalle RR le plus court
en tachycardie, c'est-à-dire vous prenez la tachycardie, vous mesurez l'intervalle RR le plus court, et si vous avez un intervalle RR, par exemple, à 200 millisecondes, ça veut dire que vous avez une période réfractaire à 200 millisecondes de la voie accessoire, assez courte, et 200 millisecondes, et vous calculez l'équivalent fréquence cardiaque. Donc, je vais passer. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais bien évidemment, on est conscient du contexte dans lequel on se trouve. Aujourd'hui en Europe, et je pense que c'est le cas en Suisse, si je ne me trompe pas, quasiment toutes les voies accessoires ont été ablatées, et qu'elles soient même parfois asymptomatiques, elles ont été ablatées, et ça devient quasiment exceptionnel d'avoir des observations comme celle-là. Mais je peux vous dire, j'interviens très régulièrement à Dakar et en Côte d'Ivoire, à Dakar et à Abidjan, et ce type d'électrocardiogramme, c'est de la pratique courante de mes collègues cardiologues d'Abidjan ou de Dakar. Donc, ce qui veut dire que dans votre pratique courante, c'est des situations cliniques auxquelles vous allez être vous allez être confronté, c'est sûr. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment prendre en charge ce type de tachycardie? Évidemment, le gold standard, c'est l'ablation, parce que il n'y a qu'en détruisant ce faisceau accessoire que vous allez protéger votre patient contre la complication ultime de ce type de syndrome qu'est la mort subite. Mais, une fois qu'on a dit ça, on sait que ce n'est pas évident, même si actuellement, il y a un programme d'ablation qui est en train d'être implémenté au Cameroun, notamment à Douala, donc par Jean Bekouti. J'espérais qu'il serait là pour vraiment lui rendre hommage dans l'effort qu'il mène pour implémenter ce programme. Mais il n'y a pas que l'ablation, parce qu'en Europe, même avant l'ablation par radiofréquence, on prenait en charge ces patients. Lorsque vous avez le patient hémodynamiquement instable, c'est le tableau des recommandations, c'est le tableau de gauche. Évidemment, vous ne vous posez aucune question. Si vous avez la possibilité, vous choquez le patient. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez l'amiodarone, vous injectez de l'amiodarone. Et puis, ça prendra le temps, mais ça pourra être efficace. Et si vous n'avez ni la possibilité de cardioverser votre patient, ni la possibilité de lui injecter l'amiodarone, ben vous n'avez qu'à croiser les doigts en espérant que le bon Dieu fera le reste, mais en général, il ne fait rien. Donc, si il n'y a pas d'instabilité hémodynamique, si la tachycardie est bien tolérée, rappelez-vous que, à défaut de régulariser la fibrillation atriale, parce que c'est la fibrillation atriale qui est responsable, l'influx ne fait que passer par la voie accessoire. Donc, à défaut de régulariser la fibrillation atriale, vous devez ralentir la cadence ventriculaire de votre patient. Mais pas n'importe comment. Vous ne devez surtout pas administrer de médicaments qui vont aller bloquer le nœud auriculo-ventriculaire, parce que lorsque vous regardez les tracés, il y a quelques complexes qui continuent à passer par le nœud auriculo-ventriculaire, même si la majorité des complexes passent par la voie accessoire. Si vous bloquez le nœud auriculo-ventriculaire par les bêta-bloquants, par la digoxine ou par la striadine, comme a fait mon interne, à ce moment-là, vous allez aggraver votre patient et c'est ce qui s'est passé. Vous allez utiliser un médicament qui va allonger la période réfractaire de la voie accessoire. Et vous avez deux classes de médicaments qui allongent la période réfractaire de la voie accessoire et ça, vous devez l'avoir en tête. Un, c'est les antiarythmiques de classe 1C, c'est la flécaïne. Deux, c'est l'amiodarone. Ces deux médicaments sont les seuls médicaments en alternative à l'ablation par radiofréquence, en attendant peut-être d'implémenter ou d'envoyer le patient dans un centre où on fait l'ablation, ou à Douala, en attendant peut-être que Jean Bekouti arrive maintenant pour ablater ce patient. Donc, vous devez mettre le patient sous flécaïne ou sous amiodarone. Donc, aussi bien en aigu, ou alors de manière chronique, une fois que vous avez fait ce diagnostic, si vous ne traitez pas ce patient, si vous êtes dans un pays où les choses se passent normalement et qu'il arrive un accident au patient, là pour le coup, vous dites adieu à votre carrière. Voilà, donc c'est à peu près
c'est à peu près donc ce que je voulais vous dire. L'autre chose qui n'est pas exactement le sujet, donc on a vu la prise en charge de ce type de tachycardie. Le deuxième, c'est ce que je vous ai dit, c'est comment évaluer le risque. Parce que le risque, c'est le Wolf malin. Vous pouvez avoir un syndrome de préexcitation sur l'électrocardiogramme de votre patient, alors que le patient n'a pas encore fait la fibrillation atriale, mais peut-être à risque de faire une fibrillation atriale. Donc ici, c'est l'exemple d'un patient, je pense qu'il était conducteur de TGV, qui m'avait été adressé en consultation par la médecine du travail de la SNCF pour évaluer son risque rythmique. Patient de 32 ans, totalement asymptomatique, qui n'avait jamais fait de lipothymie, qui n'avait jamais fait de syncope, qui n'avait jamais fait de palpitation, mais il exerçait un métier à risque. Alors, que disent les recommandations? Évidemment, lorsque vous lisez les guidelines en Europe, ce patient, on va lui faire une étude électrophysiologique pour évaluer la dangerosité des périodes réfractaires de sa voie accessoire. Mais le message que je voulais vous passer, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'études électrophysiologiques pour évaluer la dangerosité d'une voie accessoire. Comment vous l'évaluez de manière non invasive? La première, c'est que, je vais passer, vous allez faire une épreuve d'effort. C'est ce qu'on a fait à notre patient. Regardez bien, vous faites une épreuve d'effort. Donc, en pré-test, le premier sur la gauche, vous voyez que le patient, il est préexcité de manière manifeste. Ça, c'est un cas patent. Premier palier de l'épreuve d'effort, on est à 80 battements par minute. Votre patient, il est toujours préexcité. Deuxième palier de l'épreuve d'effort, on est à 100 battements par minute. On a une disparition brutale de l'aspect de préexcitation. 100 battements par minute, ça veut dire 600 millisecondes. Là, vous avez déterminé la période réfractaire de votre voie accessoire. Et vous pouvez le confirmer par la réalisation d'un Holter ECG. Et lorsque vous faites de Holter ECG, vous allez voir que de manière spontanée, vous aurez des complexes préexcités, vous aurez des complexes non préexcités. Et à ce moment-là, vous avez fait votre diagnostic. Il s'agit d'un quinte bénin. Et dans l'absolu, vous n'avez même pas besoin de traiter ce patient. D'accord? En sachant que, avec le bémol que peut-être que dans des situations, ça a été décrit, d'hyperstimulation adrénergique, le stress, il peut faire un FA et passer rapidement. Mais vous voyez que uniquement en utilisant, et c'est des outils que vous utilisez de manière quotidienne, vous avez l'épreuve d'effort, vous avez le Holter ECG. Avec cet outil, vous pouvez évaluer la dangerosité de votre voie accessoire. Donc, je terminerai tout simplement en vous disant, une fois que vous avez fait le diagnostic de FA préexcité, c'est flécaïne plus ou moins amiodarone, vous devez mettre des médicaments qui vont allonger la période réfractaire de la voie accessoire pour éviter que l'influx en fibrillation atriale passe rapidement et risque d'induire une fibrillation ventriculaire. Et une fois que vous avez un électrocardiogramme préexcité, pour éviter ces complications-là, essayez d'évaluer donc la dangerosité de votre voie accessoire. Vous avez la possibilité de le faire parce que les tests dont on a parlé, vous le faites de manière courante. Et le dernier message, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, heureusement, on aura la possibilité de proposer à ces patients-là, il y a la possibilité maintenant à Douala, de proposer à ces patients-là le traitement curatif de référence qu'est l'ablation par radiofréquence. Je vous remercie de votre attention.